Notre collaboration qui a commencé gratuitement, tu me donnais des conseils, ça m'a permis d'avoir confiance en toi petit à petit. Puis en Justine, Justine c'est plus facile. Plus facile de te faire confiance, Justine. Pourquoi donc? Je sais pas. J'ai commencé par le B2B, moi tout seul, après avec Noah qui a explosé, il nous a fait ça pendant 1 an, ça marchait bien. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu as switché? Ça marchait bien mais pas assez. Ça marchait bien, il nous trouvait des clients. La problématique est que on trouvait des clients qui aimaient le goût du produit mais voilà c'est tout. Pour eux c'était une charcuterie parmi tant d'autres. C'est pas une charcuterie parmi tant d'autres, c'est du bœuf. Déjà, c'est pas du porc. Il y a pas de matière grasse, au contraire, on enlève. Et c'est pas gonflé à la flotte comme font nos super industriels dans la viande. Nous, on enlève la flotte. C'était au début de notre collaboration, donc on voyait qu'au niveau du premier site, ça ne décollait pas par rapport au premier pub qu'on avait fait, les optimisations qu'on avait fait. Donc on s'était dit, on va aller vérifier si c'est pas un problème de produit ou autre. Et finalement, on a été démarcher les personnes, faire tester le produit. Prendre cette décision, c'est la remise en cause du passé, accepter le fait que mon idée initiale du B2B était pas forcément très bonne, et aussi le fait que tu me le montres justement avec ces datas, etc. Toi, tu m'as montré par A plus B en me donnant tous ces éléments que et je me suis dit bon bah allez, c'est bon, on y va. C'est ce que j'ai envie qu'on dise aux gens, c'est savoir, de par l'expérience de Pierre, de par l'expérience de Justine, de par l'expérience d'Ibrahim, de par l'expérience d'autres entrepreneurs qu'on reçoit ici, c'est comment je peux me servir de cette expérience-là pour pouvoir éviter les mêmes erreurs que les autres. Bonjour à tous, merci Pierre d'être ici pour notre premier numéro de podcast spécialement dédié aux entrepreneurs. On avait déjà fait un premier podcast dédié à l'acquisition client. Si vous voulez regarder nos précédentes vidéos, n'hésitez pas également à nous suivre pour les prochaines. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu es là pour nous partager un peu ton parcours, tes expériences. Également, on va parler de notre collaboration avec Traction et voir un peu qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à entreprendre. Et ensuite, on va parler de tes chiffres actuels, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. L'idée, c'est pour les personnes qui veulent entreprendre, d'avoir ton expérience, potentiellement tes conseils pour la suite et puis tous ceux qui sont intéressés par le e-commerce et l'entrepreneuriat en général. C'est ça, dans toute cette logique e-commerce, toute cette logique de fabrication de produits, quelles ont été les décisions stratégiques qui ont impulsé ton activité concrètement? Comment t'es arrivé à prendre ces décisions-là? Quels ont été le outcome en fait de ces décisions, tout simplement? On va commencer par te présenter si tu veux bien. On va commencer par ça. Hein. Oui. Je m'appelle Pierre, je suis né le 1er novembre 1989. En fait, mes parents ont toujours été expatriés. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à l'étranger et surtout ma jeunesse. Donc j'ai été construit dans différents moules d'esprit, si on peut dire. J'ai vécu sur tous les continents. Donc j'ai passé 1 an et demi en Argentine, qui est une mentalité complètement différente à celle d'en France. Surtout qu'on était dans un petit village où il n'y avait aucun crime. Donc c'était vraiment la liberté. Le fais ce que tu veux quand tu veux en fait. Après ça, j'ai vécu en Afrique du Sud, au Mozambique, en Australie, en Chine, en Norvège, à Bahreïn. Donc ça fait quand même pas mal de différents mindsets et différentes cultures dans lesquelles j'ai baigné et ça m'a formé, ça m'a moulé dans un moule différent de ceux qu'on a en France. Je suis passé quand même quelques années dans la scolarité franco-française où tu te lèves le matin, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit et t'as encore 2 heures de devoirs à faire à la maison. Je l'ai fait, j'ai morflé, je pense comme tout le monde ici. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que les entrepreneurs sont des personnes un peu spéciales qui ont vécu des trucs spéciaux et ou qui juste n'ont jamais eu le sentiment de rentrer dans les cases. Et ceux qui l'assument, en général, deviennent entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on en discutait ce matin avec Ibrahim. On est passé par des entreprises dans les moules à être micromanagés ou juste managés. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas rester dans ces cases, quoi. Ça a été le déclic pour moi, honnêtement. C'est ce que je te disais. C'était un 13 janvier 2023. Concrètement, je tombe sur une citation de Jordan Peterson et je te l'ai expliqué. Et concrètement, ça a été le déclic pour moi parce que j'étais dans un environnement que j'aimais pas du tout. Et du coup, je suis parti et là, je ne regrette pas. On a lancé Traction. Là, du coup, je suis incubé chez Euratech pour Bloom Exchange. Je vis mes meilleurs jours actuellement, tu vois. Donc voilà. Là, par contre, penser que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille, franchement, c'est une illusion. C'est un environnement où tu te retrouves à travailler tous les jours. Moi, la dernière fois que j'ai pris mon dimanche, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et au final, je ne regrette aucunement la décision que j'ai prise. Maintenant, pour revenir un peu à toi, c'est ok, du coup, tu as décidé d'entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors en fait, avant de décider d'entreprendre, je suis passé à peu près comme toi dans les mêmes cases. J'ai fait mes études qui m'ont permis de voyager. J'ai choisi ces études
pour voyager et également parce que j'aimais le business. Donc, c'était des écoles de commerce, hein, bien sûr, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais pas tous. Et ces écoles m'ont permis de me rendre compte, spécialement le master entrepreneuriat et innovation que j'ai fait, m'ont permis de me rendre compte que j'étais pas juste un oiseau bizarre par rapport au flamant rose. Je suis pas le seul. On est plusieurs de cette espèce et on est plusieurs à aller dans ce sens-là et on peut trouver des études qui nous permettent de nous épanouir. J'ai toujours été moyen, moins à certaines périodes dans mes études, mais quand j'ai pu faire des études supérieures et me spécialiser dans des domaines dans lesquels j'aimais, j'avais pas forcément l'impression de travailler, mais plutôt d'apprendre des trucs qui me plaisaient. Donc là, j'ai pu m'épanouir déjà lors de ces études. Franchement, c'était grandiose. En plus, on avait des profs, c'était pas des profs, c'était des intervenants. Donc, ils te parlent de vraies choses, ils te parlent de cas concrets, ils te donnent des bonnes techniques et des techniques qui ne sont pas juste théoriques. Je me souviendrai toujours de ce cours. Je pense qu'on l'a tous eu, ce prof, Monsieur Chéreau. Ouais. Il nous a donné une technique, un cours qui était un peu lambda, et puis de nulle part, il nous sort et d'ailleurs, si vous voulez joindre quelqu'un au téléphone, un PDG d'une très grosse boîte, il y a une technique qui est simple, c'est vous l'appelez, vous appelez le standard bien sûr, vous demandez à ce qu'il vous le passe. Ils vont pas vous le passer. Tu dis mais si, mais c'est son fils. Ah oui, exactement. Ouais. J'ai jamais testé cette technique-là, mais ça te permet de t'ouvrir les champs du possible et ton mindset de te dire mais je veux joindre quelqu'un, je vais y arriver d'une manière ou d'une autre, je le trouverai. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était en Chine. Je suis rentré en France et ça, je le conseille à tous les entrepreneurs. Avant d'entreprendre, soyez salarié. Comme ça, vous allez faire des erreurs, mais ça sera pas sur votre compte perso, ça sera sur le compte de la boîte. Ok. Et ça permet de bien se former. Et puis, si on a de la chance, moi j'ai quand même eu de la chance là-dessus. J'étais pas micromanagé. Ouais. On me laissait quand même pas mal d'ouverture. Je pouvais démarcher dans tous les pays que je voulais. C'était cool. Je contactais l'Afrique du Sud régulièrement. Et j'ai fait énormément d'erreurs. Mais c'était pas sur le dos de ma société. Au-delà de ça, quand tu es salarié, ça permet de voir comment une entreprise fonctionne. Et structurée aussi, ouais. Comment c'est structuré. Tu peux parler un peu à différents postes. C'est l'expérience que tu acquiers. Ouais. Où tu te dis, j'ai envie de ça pour ma boîte. Ou ça, non, je le ferai pas comme ça, je le ferai différemment. Et après, à ce moment-là, c'est toi qui es libre quand tu entreprends de faire comme tu le souhaites. Je suis d'accord. Complètement. Et ça te donne des outils informatiques ou juste des techniques de négociation que tu apprends chez eux. Un autre conseil, c'est apprendre des erreurs des autres. Comme ça, on les fait pas et on gagne du temps. Oui, c'est clair. Après, les entrepreneurs, ça c'est un point que je voulais aborder, c'est les entrepreneurs sont bornés. Têtus, obstinés, tu choisis le terme que tu veux. Obstiné, c'est peut-être un peu plus classe, mais il y a quand même c'est moi qui ai raison, j'y vais. Et on n'écoute pas forcément les conseils des autres. Et ça, c'est un point sur lequel on va rebondir tout à l'heure, dès que j'ai fini cette présentation. C'est peut-être revenir, tu vois, sur le fait de dire que passer par une boîte, justement ce que disait Justine, c'est que ça te permet justement de te formater par rapport à une certaine façon de faire. Moi, c'était le cas. J'ai bossé chez Verisure avant et c'était ma meilleure expérience professionnelle. J'étais dans un poste qui était vraiment très bien et aussi du coup entouré de managers excellents. Et, je crois que c'est ce qui a fait que j'ai pas accepté la suite. Quand je suis arrivé dans un grand groupe bancaire où c'était le management à la loupe et tout le reste, j'ai pas du tout accepté et je l'ai mal vécu et c'est pour ça qu'au final, tu vois, je me retrouve là avec Justine en train d'enregistrer un podcast e-commerce et du coup voilà, mais je regrette pas du tout. Est-ce que tu penses pas que le fait que les entrepreneurs peuvent être, comme tu dis, obstinés ou butés, c'est du fait que forcément c'est leur projet, quand tu es entrepreneur c'est ton projet, donc tu as envie de bien faire et du coup tu as aussi beaucoup de personnes qui vont essayer de te donner des conseils. Quand tu crées ton entreprise par exemple, tu vas avoir plein de personnes qui vont t'appeler parce que forcément tu as publié ton annonce légale et il y a plein d'outils qui permettent de récolter directement toutes les entreprises créées. Et t'appeler pour essayer de te vendre quelque chose. Exactement. Et du coup, est-ce que tu penses pas c'est plutôt une envie de bien faire qui fait que tu as un peu peur et du coup tu as envie de faire le mieux possible et c'est comme ça qu'on est un petit peu buté parfois par rapport à ce que les gens disent parce que tu as ta façon de faire aussi. C'est clairement l'objectif de fond, c'est de bien faire et de prendre soin de ton bébé, c'est exactement ça, tu veux en prendre soin. Tu as une idée à la base sur la commercialisation et tu veux la suivre. Tu as une idée à la base sur le management et tu vas le suivre. Et tu as énormément de conseils, souvent de personnes pas qualifiées, très 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 souvent. Alors je parle pas du cousin de la belle-sœur qui a un pote qui est entrepreneur, non, je parle pas de ça. Je parle d'organismes publics par exemple qui sont là pour t'accompagner mais ils ont jamais
foutu les pieds dans l'entrepreneuriat. Le seul truc qu'ils ont vu, c'est à travers les 2-3 émissions Je vois ce que tu veux qu'ils dire. voient sur M6. Ils y connaissent rien, ils lisent 3 articles, ils se Beaucoup. croient experts et ils te donnent des conseils complètement ridicules. Beaucoup plus Donc, théorique que c'est pratique, non? théorique, pratique et puis dépassé complètement aussi. Des gens d'un certain âge qui essayent de te parler de big data. Des gens d'un certain âge qui essaient de te parler de big data. Je me souviens, il y a quelques semaines, on parlait de marketing et du coup, tu avais discuté avec le directeur. Tu avais discuté avec le directeur d'une marketing d'une grande boîte qui essayait de t'expliquer justement comment faire du marketing pour Monsieur Biltong. Ouais. Donc, cette discussion, on l'a eue. En fait, c'est pas la même logique. Quand tu es... En fait, faire du marketing pour une grande boîte versus marketing pour une start-up, c'est pas du tout les mêmes logiques. Les conseils qu'il essaie de faire appliquer sur Monsieur Biltong versus ce qu'il a pu vivre comme expérience dans des boîtes où tu as 1 million, 2 millions, 3 millions de budget marketing annuel, c'est pas du tout pareil. Raconte-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as retenu de de cet ça échange, et surtout notre discussion d'après. Cette personne était très intelligente, très compétente. Il a passé toute sa vie dans cet univers de direction, marketing, monde pour des très grosses boîtes. Et ses conseils étaient ultra intelligents, mais vraiment pas adaptés à ma petite boîte. C'était énormément de travail de fond avant de se lancer, sauf qu'on est sur une boîte comme beaucoup, je pense. On est bootstrap, on commence avec très peu d'argent. Au milieu, on a encore moins d'argent et le but, c'est d'en faire encore. Par contre, dans mon entreprise, j'ai pas fait le choix de faire des levées de fonds et de claquer des budgets et d'embaucher 15 000 personnes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cernes. C'est parce que je fais le travail de 15 000 personnes. J'ai pas décidé comme d'autres entrepreneurs qui ont raison. Il y en a beaucoup qui ont bouffé la grenouille entre-temps. Mais c'est bien de savoir déléguer, mais il faut avoir les moyens de déléguer. Faut se trouver les moyens aussi parfois. Faut se trouver les moyens, tout à fait. Moi, j'ai jamais trop apprécié la philosophie de claquer du fric pour claquer du fric. Je regarde un peu notre gouvernement comme ça. L'argent, ça pousse pas sur les arbres. En fait, moi, j'ai lancé une entreprise qui est une start-up de par la nature du produit, de par les vertus du produit, mais pas de par la nature du produit. On fait du bœuf séché. C'est une recette qui a plus de 400 ans. C'est une recette qui a été créée avant l'invention des frigos. Donc c'est un truc, c'est une recette qui pourrait être archaïque. Je suis sûr qu'à l'époque des dinosaures, la viande était séchée et les dinosaures le mangeaient. Alors c'était fait par la nature, mais c'est pas un produit qui est innovant. Par contre, ce qui est innovant, c'est le côté à contre-courant de la société actuelle. Déjà, c'est du bœuf, c'est pas des protéines de soja déshydratées. C'est de la viande avec des valeurs nutritionnelles nobles, mais aussi avec un impact environnemental. Donc nous, pour contrer ça, on a choisi de travailler de manière éthique et intelligente. Et le côté intelligent est important. On veut des produits de la région, déjà pour faire travailler les voisins, mais aussi pour pas on ait une empreinte carbone supplémentaire. Déjà, c'est du bœuf, mais en plus de ça, si tu l'importes d'un pays qui a 4000 bornes, voire plus pour certains bœufs séchés que vous allez trouver en grande surface, sont fabriqués au Brésil. Le moyen sur la planète. Ce qui est innovant, si on peut dire aussi, c'est que c'est conservable à température ambiante parce que c'est séché. Mais en plus de ça, c'est bon. Je me lèverai pas le matin pour faire des produits dégueulasses. Tout ça pour dire, c'est qu'on a choisi de travailler de manière intelligente et qu'on a décidé de suivre un peu un business model d'entrepreneur artisan. Donc on mixe le côté start-up de innovant, on va en mettre sur tous les marchés, et le côté artisan, qualitatif, régional, éthique, parce que notre bœuf est de la région, mais les sachets sont fabriqués en France, nos graphistes sont ici, mon agence de croissance, de growth, marketing, hacking, et dans le Nord également, donc on est au plus local possible. Et au contraire de beaucoup de startups qui ont un MVP bancal et qui décident de lever masse de fonds, qui arrivent à lever masse de fonds en plus de ça, qui claquent à tire-larigot, à tout va, ils finissent, Inch'Allah, avec un produit qui fonctionne, mais pas forcément avec un market fit. Donc nous, on a décidé de grandir de manière pérenne et lente. On avait déjà eu énormément de travail sur la fabrication du produit, la création du produit, arriver à un MVP correct. Après, sur l'obstination dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi, ce produit était, et pour suivre aussi la logique d'être local, c'était pertinent de le vendre chez des cavistes, des hôtels, des golfs, des épiceries fines,
fines, des bouchers, des fromagers de la région. Et c'est là que c'est important, parce que du coup, ça veut dire que ta stratégie amont, c'était de pouvoir distribuer tes produits De manière locale. De manière locale en B2B, c'est ça? En B2B, avec un petit peu de B2C, on faisait des salons, beaucoup de salons de la bière d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire, c'est sympa, la bière est bonne. Mais c'était ça, ma stratégie, c'était exactement ça, c'était de continuer à rester local. Ouais. Dans mon circuit d'approvisionnement et de distribution. Alors pour faire ça, j'ai mis les moyens quand même. On a embauché un commercial qui était extraordinaire, qui l'est toujours d'ailleurs. Big up à Noah. Noah, tout à fait, extraordinaire. On a fait une journée ensemble, on a démarché 2-3 magasins ensemble. À la fin de la journée, je lui dis bon bah maintenant c'est toi qui y vas. C'était du cold calling, mais cold door plutôt. Tu ouvres la porte et tu dis bonjour. Est-ce que vous voulez goûter? Je veux vendre ça dans ta fromagerie. Ouais, c'est quelque chose qu'on a essayé, nous, concrètement. En fait, au début, quand on avait commencé à travailler ensemble, il fallait qu'on vérifie l'attrait du produit par rapport à des personnes physiquement. Donc, du coup, on a pris le produit, on a fait le tour un peu des magasins de Lille. Et en fait, la première impression, c'est « Ah, c'est un produit qui est excellent ». Ça nous a permis justement de valider le fait que le produit peut trouver un marché en ligne. C'était vraiment important, cette étape-là de... Ouais, si tu veux, c'était au début de notre collaboration. Donc, on voyait qu'au niveau de PrestaShop, enfin, au niveau du premier site, ça ne décollait pas par rapport au premier pub qu'on avait fait, des optimisations qu'on avait fait. Donc, on s'était dit, on va aller vérifier si c'est pas un problème de produit ou autre. Et finalement, comme on a dit, on a été vraiment démarcher les personnes, faire tester le produit. On avait fait sur la cible des sportifs aussi à travers une piscine. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, on avait même fait une vidéo par rapport à ça. Il faudrait la ressortir, celle-là, au mois de janvier pour les sportifs. Et du coup, on a été testé vraiment porte à porte à Lille, demander qu'est-ce que vous en pensez, vraiment à l'arrache. Tu vois, il y avait pas on n'avait pas non plus 10 sachets, c'est pas hyper pro, on a fait avec les moyens du bord. Ni 100 000 euros de budget. Voilà. Mais c'est tout simple. Et pourtant, ça marche très bien. Bah ouais, tu demandes aux gens de goûter, ils sont contents, et puis on a eu des super retours sur ton produit. Il n'y a aucune personne qui nous a dit non, j'aime pas. Il y a juste forcément les VG qui n'ont pas goûté pour des raisons évidentes. Mais du coup, on s'est dit que c'est pas un problème de produit. En tout cas, il fallait donner l'envie aux gens de goûter. Le packaging était sympa, ils aimaient bien le format. Et du coup, c'est comment on faisait comment on allait faire pour le vendre en ligne. Il y a eu des gens qui nous avaient proposé des événements à la suite de ça. Est-ce que vous voulez organiser des événements de dégustation? Tellement qu'ils ont apprécié le produit. Donc c'était ça. C'est OK. On avait des problèmes de conversion. Il fallait vérifier que le produit était vraiment apprécié par les gens. Donc il fallait sortir pour le faire tester. Donc revenons un peu sur tes stratégies B2B. T'expliquais que... Donc, j'ai commencé par le B2B. Moi tout seul. Après avec Noah qui a explosé. Il nous a fait ça pendant 1 an. Ça marchait bien. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu as switché Ça marchait bien, mais pas assez. Ça marchait bien, ils nous trouvaient des clients. La problématique est qu'on trouvait des clients qui aimaient le goût du produit, mais voilà, c'est tout. Pour eux, c'était un outil c'était une charcuterie parmi tant d'autres. Sauf que c'est pas une charcuterie parmi tant d'autres, c'est du bœuf. Déjà, c'est pas du porc. Il y a pas de matière grasse, au contraire, on enlève. Et c'est pas gonflé à la flotte comme font nos super industriels dans la viande. Nous, on enlève la flotte. Un poulet dans un supermarché, t'as entre 5 et 20% d'eau rajoutée dans le poulet. Nous, on enlève 58% d'eau. Donc, on n'est pas sur un produit classique et on cherche. Ce qui est important pour nous, c'est de chercher des gens qui cherchent ça. C'est les trouver. Et de manière régionale, Noah, dans son Kangoo, pouvait pas aller chercher tout le monde. Il pouvait vraiment pas aller à Marseille avec le Kangoo pour trouver la personne qui adore ce produit et qui le cherche depuis toujours. Et c'est un conseil que je n'ai pas écouté au départ. Quelqu'un, de par l'obstination, le côté têtu d'un entrepreneur, on m'a dit dès le départ, toi, ton produit, il faut que tu le mettes sur Internet. On l'a fait, on a créé... Il s'appelait pas Ibrahim, celui-là? Non, je le connaissais pas encore à cette époque-là. J'aurais peut-être gagné quelques années si j'avais rencontré Ibra avant tout ça. Non, je l'ai pas écouté. Je me suis obstiné, j'ai embauché Noah, on a continué à bosser. On avait un site Internet, mais si on avait une vente par mois, on était content. On était, je sais pas, 15e page sur Google. Je sais pas comment ils nous trouvaient, la personne qui passait cette commande d'ailleurs. Et donc à la fin du contrat de Noah, on avait testé le B2B et on a vu que de manière régionale, ça marchait pas. Parce que tu avais beaucoup de marge que tu lâchais à tes partenaires B2B. C'était quoi les problématiques? C'est que tu n'arrivais pas à trouver ta cible, ton produit n'avait pas une bonne pénétration dans le marché. C'était quoi le problème? En fait, notre produit est très spécifique. C'est super bon à l'apéritif, mais c'est aussi super bon pour les sportifs parce qu'on a 50% de protéines, pas de matière grasse, etc. Léger à transporter pour les randonneurs. C'est beaucoup trop spécifique
pour réussir à en mettre dans tous les magasins. En plus de ça, ces magasins-là, c'est normal, il faut qu'ils vivent. Prenez une belle marge. Et en plus de ça, il y a le salaire de Noah. En plus de ça, il y a le Kangoo, l'assurance, etc., le pôle santé-travail. Enfin, je vais t'en parler des charges, si tu veux. Donc, ça marchait bien. C'était pas assez rentable pour envisager un avenir sereinement. Et c'est là où j'ai rencontré Ibrahim. C'était exactement à ce moment-là. Noah était encore là quelques mois, je pense, mais j'avais décidé de changer les choses. Je ne savais pas trop comment. Au Startup Café, on s'est vu. Et on s'est vu au Startup Café, exactement. Ouais. Donc, on s'était rencontrés au Startup Café. Très rapidement, il pitchait sa solution. Moi, je regardais ses datas. Et du coup, je descends et je dis au directeur de Scrum Adventure Lille, je lui dis non mais il y a un problème avec son site parce que derrière, j'ai l'impression que c'est son site redirigé directement vers les pages produits. Et je dis en fait, si tu fais des ads et tout ça et que en fait, il peut avoir une forte attrition. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué. Il y a attrition. Ouais. Oui, c'est quoi ça? Rebond. Les gens ils partent. Les gens ils partent sur ton site exactement. Et c'est d'ailleurs c'est ce que j'avais dit. Rebond, ça me oui, parle. c'est ça. C'est sur cette logique de. C'est pareil. C'est combien de personnes partent de ton site? Ils viennent, ils repartent. Ouais, c'est sur cette logique de rebond qui m'a fait tilter. Et du coup, je suis allé auditer le site pendant qu'il pitchait. J'ai audité le site. Tu m'écoutais même pas. Non, je n'écoutais pas. J'étais en mode de il y a des problèmes là. Et j'ai fait un message à Franck et c'est Franck qui m'a mis en contact avec Pierre. La semaine d'après, on était dans un meet et je lui disais Pierre, faut que tu vendes en ligne, faut que tu fasses des ads et tout ça. Non, on verra et tout ça. Et puis, je crois quelques mois après, on était en train de faire des ads et je sais pas si c'est une décision. Je me rappelle, dans notre première réunion, on avait parlé de ton projet. Tu avais un salon qui allait se passer. On avait mis en place un jeu concours pour justement, dont l'objectif était de récupérer le maximum de leads. Et je me rappelle que tu avais joué le challenge et qu'on avait récolté pas mal d'avis Google. Ouais, mais du coup, ça, c'était après le switch. Après c'était une fois qu'on avait décidé de switcher. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bon, je vais quand même essayer de faire le switch en vrai? En fait, ça, c'est un sujet assez important et qui va être un bon conseil pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs en herbe. C'est un truc que j'aurais dû faire avant, c'est accepter le pivot. Se dire, allez, écoute, j'ai testé ça, ça marche, mais pas assez, hop, je pivote. Mais surtout, le faire plus rapidement. Mais surtout, savoir t'entourer. Mais clairement, par contre, il faut avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes pour faire ça. Parce que te dire, ok, je fais le pivot, je pars en ligne, tu connais personne dans ce domaine, tu prends la première agence du coin, ils vont te mettre un alternant, si tu as de la chance, ou un stagiaire sur ton cas, ils vont te facturer plein pot sur le prix de l'expert qui, lui, ne regarde même pas et t'as aucun résultat. J'ai une pote qui est comme ça, qui bosse avec une agence qui lui coûte un bras, qui lui fait des jolis résultats à la fin, et elle dit non mais sur les chiffres, il n'y a aucune différence sur mes chiffres de vente, je vois rien. Je vois rien du tout. Alors peut-être que tu m'as apporté autant que tu me coûtes, mais c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment pas ça l'objectif. Et ça, vous l'avez vu, je suis exigeant là-dessus, ou demandeur. Je veux des taux de transformation extraordinaires. Je veux des chiffres de folie. Je suis pas là pour faire 1 euro investi, 1,50 € de revenus. C'est pas rentable. Sur mon business model avec la matière première à payer, c'est pas rentable. C'est vrai qu'on l'a tous les jours. Là, ton ROAS à 25 là. On a encore 30 minutes à discuter sur tes ROAS et tout ça. Mais moi, du coup, je vais quand même insister sur le fait de savoir se faire accompagner. C'est super important. Mais clairement, en fait, et trouver les bonnes personnes. Nous, on est arrivé dans le monde des agents, ces 3 problématiques-là. Produit, acquisition client, studio. On a commencé bénévolement. Produit, création de site web, studio, tournage de pub. Tournage vidéo. Et du coup, acquisition client, pilotage de ton acquisition pour faire venir des clients. C'est quelque chose qu'on a commencé chez Scrum Adventure. Du coup, en fait, moi, j'étais incubé pour un projet fintech. Rien à voir. Et je me retrouve à aider les marques qui étaient incubées en même temps que moi, plutôt que de faire mon projet. Exactement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'était pareil avec Juju, on a eu la même conclusion, c'est les marques sont vraiment mal accompagnés par les agences. Et il fallait changer ça. Et c'est pour ça que derrière, on s'est dit, vas-y, on va faire quelque chose pour leur proposer quelque chose qui leur correspond, mais aussi à des tarifs qui font sens, en fait. C'est, tu en as pour ton argent. Tu es sûr d'en avoir pour ton argent et on fera le nécessaire pour que tu en aies pour ton argent. Et c'est le cas avec toi, tu vois. Et aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses concrètement de notre collaboration, mais aussi de ton post switch, de ton post pivot. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Là, du coup, on rentre dans le vif du sujet.
projet, c'est ok, je me suis rendu compte que mes ventes en B2B ne décollaient pas ou que j'arrivais pas à avoir la pénétration de marché que je voulais. Ok, je décide de switcher. Ok, je décide de me faire accompagner alors que j'aurais dû le faire bien plus tôt. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que tu as pris la bonne agence, une fois que tu as décidé de t'entourer des bonnes personnes, qu'est-ce qui s'est passé après? Déjà, prendre la décision du switch, comme je te disais, t'es-tu obstiné, hein, un entrepreneur, en tout cas moi je le suis. Il me faut du temps pour digérer l'idée de faire un switch, de prendre la décision. Bien sûr, il faut un peu de temps pour l'accepter. Parce que c'est une question d'acceptation, de regarder derrière, de se dire merde, c'était pas forcément la meilleure idée. C'est pourquoi ça t'a pris 3-4 mois à te décider si on devait travailler ensemble ou pas? Bien sûr. Après, des décisions comme ça prend un peu de temps, tu vois, jusqu'à que tu es sûr. Ouais. Enfin, c'est compréhensible. Après, ça dépend des caractères de chacun. Il y en a qui sont plus ou moins fonceurs, mais au moins, tu apprends de tes erreurs pour avancer sur la suite. Mais du coup, il disait qu'il était obstiné. C'est C'est ça. quelqu'un d'obstiné, c'est vrai. Hein. Et, c'est au bien final, d'avoir des convictions aussi. il certaines était, choses. honnêtement, moi, quand je l'ai rencontré, il était dans ses convictions de ce qui marche pour moi, c'est le B2B. Franchement, j'ai pas envie de faire du B2C. C'était ça. Hein. Au départ, c'était ça. Au départ, c'était ça. C'était clair. Après 2-3 réunions, je disais non, mais il faut que tu le fasses et tout ça. Je lui montrais, je crois que c'était Keyword Planner. Je t'ai fait un sheet avec Keyword Planner, avec toutes les requêtes sur viande séchée, tout ça. Je t'ai dit, vas-y, il y a de la demande, il faut aller la capter et tout le reste. Et puis au final, ça a été des éléments qui t'ont aidé à converger vers cette idée de te dire, vas-y. Complètement. Complètement. Et ce qui m'a fait donc prendre cette décision, c'est la remise en cause du passé, accepter le fait que mon idée initiale du B2B n'était pas forcément très bonne, et aussi le fait que tu me le montres, justement, avec ces datas, etc. J'ai fait mes recherches à travers mes pauvres moyens et mes pauvres capacités de recherche Google sur le potentiel de marché sur le site internet. En parallèle, on a eu 2-3 événements presse qui nous ont permis de remonter un petit peu dans Google, et là on n'était plus à 1 commande par mois mais à 3 commandes par mois. Je me suis dit en vrai, pour le peu qui s'est passé, on arrive déjà à augmenter. Toi, tu m'as montré par A plus B en me donnant tous ces éléments que et je me suis dit bon allez, c'est bon, on y va, il y a là. Mais tu m'as déjà accompagné avant même. C'est vrai. Tu m'as accompagné dans la décision déjà de switcher, et ça a été très important. Surtout sur les outils de tracking, je pense. On avait installé du tracking pour justement capter un peu, tu sais, les problématiques qu'on avait rencontrées au début. Le fait qu'il y ait du rebond, fallait qu'on vérifie vraiment si c'était logique. Ouais, exactement. Du coup, on a installé du tracking et tout le reste. Donc, il y avait quand même une première couche de collaboration, même si derrière, c'était pas officiel en vrai, mais derrière, ça t'a permis justement de converger et de voir comment je travaille aussi, je pense. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Petite citation à la con. La confiance, ça se gagne. Tu le vois dans l'entrepreneuriat. Tu rencontres énormément de types de personnes, et il y en a beaucoup qui veulent te baiser. Hein, j'ai pas d'autres termes. Il y en a beaucoup qui veulent te baiser, qui veulent t'arnaquer. T'as plein de gens qui te prennent pour un pigeon et qui vont essayer de te niquer. Notre collaboration qui a commencé gratuitement, tu me donnais des conseils, ça m'a permis d'avoir confiance en toi petit à petit. Puis en Justine. Justine, c'est plus facile. Plus facile de te faire confiance, Justine. Pourquoi donc? Je sais pas. Mais grâce à ces échanges bénévoles au départ, j'ai commencé à avoir confiance de plus en plus, et on a commencé à bosser un petit peu avant Noël. On n'avait pas le temps de refaire un site internet, donc on est parti de notre base PrestaShop qui était ce qu'elle était. Ça fonctionnait, c'était clairement pas optimisé, mais le process de vente, si tu voulais acheter, tu pouvais. Fonctionnait. Est subjectif. Ce mot est subjectif. Tu voulais acheter du biltong d'une partie de la table à une autre. C'est clair. C'est perçu différemment. Ok. Ah oui, je me rappelle de ton site PrestaShop, c'était un bordel. Il fonctionnait. T'arrivais sur le site, tu voulais acheter, tu pouvais ressortir en ayant payé. Ouais, mais du coup, on avait quelques ventes en plus. De freins, mais quand même. tu fais rentrer 10 clients et que sur les 10, il n'y a que 2 qui achètent et que tu as des paniers abandonnés de 8, là, c'est l'alerte. Non, aussi, ce qui allait pas sur PrestaShop, c'est que tu n'avais pas la main pour modifier ce que tu voulais. Tu vois, ton site, t'avais commencé avec un développeur pour développer ton site, c'est ça. Et en fait, quand tu voulais faire des modifications, c'était vite compliqué pour toi. Je pense que c'était bien si tu étais accompagné d'un développeur si j'avais les compétences PrestaShop, mais c'est un bordel. Même s'il avait les compétences PrestaShop, honnêtement, c'est pas une solution pour... Oui, non, c'est pas une solution qu'il faut utiliser en 2024. Non, tu peux t'as d'autres solutions. Tu peux faire un site vitrine, tu peux faire autre chose, vendre des... Je sais pas.
pas. Vendre des trucs, mais C'était pas adapté mais à un ton e-commerce, besoin, en tout cas. c'est pas adapté c'était pas du tout adapté à ton besoin. Taux de conversion en deçà des 1%, et moi, c'était quelque chose qui m'allait pas du tout. Ah non, Du non, tout. non. C'était clair qu'il fallait bouger, Mm. et ça aussi, ça a pris du temps. Ah ouais, on a pris du temps à te convaincre aussi Ouais. de switcher de solution. On a vraiment fait étape par étape. Déjà, te convaincre de l'idée de en ligne. Ouais. Mais finalement, tu vois, je pense qu'au-delà du fait... Enfin, toi, tu avais bien fait les choses quand même en commençant par le B2B. Tu l'as fait très bien en démarchant, en faisant des apparitions presse, en mettant en vente dans les magasins. Après, ton produit n'était pas assez connu. Donc en fait, c'est pas que ça n'a pas forcément bien marché, mais un magasin, il a d'autres produits à promouvoir. Donc les personnes achetaient ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient besoin. Le biltong, ça parle aux sportifs par toutes les qualités nutritionnelles. Ça parle également aux personnes qui ont voyagé comme toi en Afrique du Sud, puisqu'il faut rappeler quand même que c'est une recette qui vient de là-bas et que Tout tu as à fait. voulu fabriquer en France parce que ça t'a beaucoup manqué quand tu es rentré ici. Et du coup, forcément, c'est une problématique qu'on a eue en ligne également parce que les gens ne connaissaient pas ton produit. Donc, il Mais il y fallait avait un vraiment besoin. cibler les bonnes personnes. Et dès qu'on a ciblé les bonnes personnes, les ventes ont décollé. Ça a décollé. Bah, fallait trouver la bonne audience. La bonne audience, c'est laquelle? C'est des gens qui ont été en Afrique du Sud. qui ont été L'audience primaire, c'est parfait. Les gens qui ont été en Afrique du Sud, en Namibie, au Lesotho, au Exactement. Botswana, Bah, c'est ce qu'on a. eux, ils en cherchent, on les a C'est ce qu'on trouvés. c'est ce que j'avais fait en config En publicitaire. public. C'est cibler ces personnes-là, cibler les parents de ces personnes-là, cibler les proches de ces personnes-là et cibler des audiences similaires. C'est ce qui a fait décoller nos ventes, ce qui a fait décoller la marque. Même si c'est du biltong, tu avais des concurrents, tu vois. Après, C'est quand moi- même du biltong fait en France, avec des ingrédients qui sont naturels dans le sens qu'on peut Ultra trouver quali. dans son placard. Ça Ah, se mais c'est voyait vrai que pas sur t'avais des ton site concurrents à ce moment-là. au début. T'avais des concurrents et on s'était Des donné concurrents pour mission. directs, parce qu'il y a toujours Moi, des je m'étais concurrents. donné pour mission de placer au-dessus des concurrents. Je sais pas Mm. si on a réussi à le faire. Si. Ah bah il y en a plein, Si, ils ont si, si, fermé si. à cause Ils ont ils ont eu peur de fermé. toi. hein. Donc, On rigole pas parce qu'en vrai, J'ai- c'est pas cool, mais on est content pour ta marque. J'ai eu son Non, investisseur mais au après- téléphone. Ouais. Son investisseur m'a appelé pour m'annoncer que la boîte dans laquelle il avait investi avait bouffé la grenouille de par des mauvais choix stratégiques. c'est ce que j'ai envie qu'on dise aux gens. C'est prenez les bonnes décisions. Et en fait, je crois que toute cette logique de ce qu'on est en train de se raconter, c'est comment vous pouvez prendre les bonnes décisions dès le départ. On peut pas. Bah, fait. en on fait, peut c'est pas, compliqué, il et n'y a ça pas sera de pas bonne marrant. ou mauvaise solution. c'est comment t'apprends au fur et sur à la mesure, base de tu notre vois. expérience, c'est OK, voilà ce qu'on a pu faire au Ouais. début. Alors que Si si j'avais j'avais commencé fait ça, dès le quelles départ, sont dès tes le bonnes départ, décisions ça aurait et été, décisions que t'aurais ça pas aurait dû été prendre. encore mieux, en fait. Et c'est ce que j'ai envie que l'audience en tire concrètement, c'est savoir, de par l'expérience de Pierre, de par l'expérience de Justine, de par l'expérience d'Ibrahim, de par l'expérience d'autres entrepreneurs qu'on reçoit ici, c'est comment je peux me servir de cette expérience-là pour pouvoir éviter les mêmes erreurs qu'eux. apprendre des erreurs des Exactement. autres. Moi, Ouais. c'est ce que j'ai envie qu'on dise aux gens, en vrai. Bah alors ça va être très synthétique. Déjà commencer, mais commencer par le produit ou le service. Mais pour moi c'est le plus important, c'est avoir un bon produit, un bon service qui répond foncièrement à au moins un besoin à quelqu'un. C'est important. Voilà. Mm. Faut Important. faut Si t'as- travailler sur son produit en premier, pas aller faire des levées de fonds ou des podcasts. Après, ça il peut faut, être. il faut avoir mais- un produit qui marche. Non, Ouais. mais c'est ce qu'on voit aussi, tu vois, il y a des personnes qui vont trop se focaliser sur le produit parfait, Ah bah ça, alors qu'il c'était- n'existe Ça pas. c'était mon cas aussi. Ouais. Ça c'est Donc mon c'est cas. pas mal aussi, Mais ce qu'on tu- conseille aussi, tu peux le c'est faire. aussi en parler de son produit. Les levées de fonds, ça te permet aussi de récupérer des fonds pour créer ton produit parfait. Enfin, pour moi, il n'y a pas une règle unique de je dois Oui, faire mais- mon produit. Mais de toute façon, tout va dépendre de la personne, du produit et de ce qu'il veut réaliser. Mm. Je suis tout à fait Bon, d'accord ok, avec ta toi. ta checklist. Commencez Vas-y. par un produit qui répond à un besoin. Pour moi, faire un bon produit, c'est quand Mhm. même la base. Ouais. Commencer par ça. Après, en parler à tout le monde. Ouais. Ne pas avoir peur d'en parler à tout le monde. Ouais, mais on va me piquer mon idée, rien du tout. Il y a un monde, et ça c'est encore un conseil de Schema, il y a un monde entre avoir une idée et la réaliser. Chaque personne a 1000 idées de business par jour. Tu peux lui parler de la tienne, il va pas te la piquer. Mhm. T'as très peu de personnes qui auront la volonté, l'énergie. L'audace, il faut de l'audace pour l'audace. entreprendre aussi, se dire je me lance, je lâche peut-être mon CDI ou juste je me lance, je fais les deux en parallèle. Enfin, c'est du boulot à plein temps. C'est hein.
c'est plus que plein temps. Mm. Beaucoup plus que plein temps. Donc, ne pas hésiter à en parler à tout le monde. Choisir son pivot de par son expérience et son intuition, sa première market fit. Et puis, surtout, ne pas hésiter à la remettre en cause et ne pas se dire « Ouais, mais si je change de stratégie maintenant, tout le travail que j'ai fait avant, il aurait servi à rien et je perds la face. » C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est vrai que tu perds la face, mais non, il faut le faire. Mais s'entourer dès le départ, ça fait sens. Ah bah clairement, en parler à tout le monde. Et puis en parlant à tout le monde, tu vas rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'aider derrière. Bien s'entourer. Après, tu as des gens qui vont... moi, j'ai choisi le B2B en premier. Tu as des gens qui vont choisir le web en premier. Sauf que ça peut aussi ne pas marcher pour différentes raisons. Comme moi, c'était pas fou avec le B2C. Ouais. Donc tout est différent. Mais ne B2B. pas hésiter à changer de point de vue. Essayer de prendre du recul, c'est difficile. Mais trouver les bonnes personnes. Et surtout, ne pas hésiter à tester. Et tester, Ouais. tout tester. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé de notre collaboration? Quelles ont été tes premières impressions dès le départ? Comment ça a évolué? Vous êtes vous-même très obstiné. Je ne te le fais pas dire. Moins borné pour ton cas, Justine, que moi. Ouais, vous êtes obstiné et vous avez raison de l'être. Vous êtes des entrepreneurs et vous savez foncièrement au fond de vous que c'est ça qu'il faut faire, Pierre. Il faut que tu changes de site internet. Vous avez insisté, on l'a fait. Putain, heureusement qu'on l'a fait. Heureusement que je vous ai écouté et surtout heureusement que vous avez insisté. Lourdement, heureusement. Parce que si ça n'avait pas été lourdement, je l'aurais pas fait. On serait toujours bloqué sur PrestaShop. Même si sur PrestaShop, vous avez quand même réussi à faire des miracles. Faut le dire, avant que j'accepte de changer de site internet. Bah, c'était le déclic. C'est ok. Bah, tu vois qu'on a fait décoller PrestaShop. Bien que on perd des clients, mais moi, ça m'en rendait fou, ça. Bien qu'on perdait des clients incroyablement, mais quand même, il y avait des datas qui étaient top. Et au final, il s'est dit, bon, ok, Ça marche. au point où on en est, let's go. On a changé. Ouais. Vous avez dit on va sur Shopify. J'ai dit bon bah allez-y, faites ce que vous voulez. Allez, on prend quel template? Bah vous en avez trouvé des bons. Ouais, moi je prendrais celui-là. Bah prends celui-là. Hop, allez, code couleur, mais je veux même pas en parler. Vous vous en occupez parce que là vous aviez gagné ma confiance. Et moi, je veux qu'on revienne sur la vélocité du switch. Bah, extraordinaire. En une semaine, c'était plié, on l'avait fait. Et On a fait en un une ROAS semaine- fois quoi? Fois 6, fois 8. Ouais, non, c'est pas le ROAS. Non, C'est mais sur c'est- le taux de conversion. Ouais, 800% sur le taux de conversion. c'est ça. Ouais, 800% à post-switch. Et après, du coup, des ROAS qui sont excellents. Hein. Bon, on revient sur ta logique de ROAS. C'était quoi tes logiques de ROAS, tes exigences? Moi, je vais revenir Ouais, là-dessus. sur les chiffres. Qu'est-ce que tu en penses des chiffres aujourd'hui? Et après, on va rappeler un petit peu les chiffres, de l'évolution de toutes les actions qu'on a faites sur les chiffres actuels. Bon, on a commencé sur PrestaShop un petit peu avant Noël, donc il fallait se bouger. On a fait des pubs sur Google Ads. On a commencé comme ça avec un ROAS de 3,5. Vous m'avez tout de suite sorti un 3,5. Alors, je le savais déjà à l'époque, mais je vous le disais pas. Ouais. Je vous l'ai pas encore dit d'ailleurs ça. Je sais que 3,5 de ROAS c'est extraordinaire, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Je sais que c'est extraordinaire. Quand j'en parlais à un autre chef d'entreprise, je lui disais putain on était à 3,5. Il me dit t'es sérieux mais c'est énorme. Rien du tout, c'est nul. C'est pas assez. Comment il a joué la comédie! Je sais que c'est bien. C'est juste que, encore une fois, nous, on est sur des produits physiques, de la viande qui coûte cher parce qu'elle est française. Et oui, quand c'est fabriqué à côté de chez toi, ça coûte plus cher quand que tu quand c'est de parles- l'autre côté du monde. Mais Quand ça, tu c'est pas ma parles- faute. Quand tu parles de chef d'entreprise, tu sais, moi, des fois, en fait, je discute avec des entrepreneurs. Je suis incubé dans un incubateur qui a plusieurs segments, du coup, fintech, e-commerce et tout ça. Et quand je parle avec des e-commerçants, des fois, et que je leur partage les datas qu'on a vraiment chez Traction, ils sont stupéfaits. Ils me disent, mais non, mais c'est pas normal. Je leur dis, mais non, c'est vraiment des datas que vous voyez. On ne change rien. C'est vraiment ça. Des ROAS. En fait, parce que. Ouais, Les gens c'est sont ça. habitués à du basique. Exactement, et les gens du sont. tro- C'est exactement ça. ils Les sont gens sont habitués- habitués à du basique. Mais le basique, c'est de l'incompétence. L'incompétence Et- généralisée dans le monde. Ouais. Et ils sont heureux comme tout quand ils font 1,1. Mais Ouais. moi, ce que ce qu'on a essayé de faire, c'est construire notre stratégie autour de 3 points. Et on ne dépasse pas ces 3 points, c'est produits, acquisition, studio. Bah, au-delà de ça, nous, c'était vraiment proposer quelque chose qui allait avec ta marque, tu vois. Enfin, si tu disais qu'on avait insisté pour changer de site internet. Nous, l'idée, c'est pas de vendre une prestation pour répondre à hop, tu veux une vidéo, on se fait une vidéo, Ouais, tu vois. vous voulez vendre un site internet, hop, je vais vendre un site internet. Non, ça vous Non. en foutez. Et c'est ça que j'aime avec vous. Et c'est rare, c'est des gens qui veulent travailler intelligemment et qui sont
drivé par la réussite et non pas la résultat. réussite Le financière personnelle. Le résultat. Le résultat, C'est ça. c'est super important. Donc, Mais oui, bah, bien sûr. et la formule qui a marché, c'est ces 3 piliers. C'est bosser ton produit, produit physique, digital, site internet, donc bosser ton acquisition client. On a fait du bull-eyes, c'est-à-dire tester un peu holistiquement qu'est-ce qui marche, YouTube Ads, Google Ads, donc réseau de recherche, vidéo, Meta. Meta qui a super Bah, c'est Meta qui fonctionne C'est pour Meta nous. qui est Pour nous, excellent. on est pour d'accord. nous. C'est Meta avec ses ROAS. D'ailleurs, c'est plus Facebook ou Insta? C'est les deux, il y a pas Bah, de... c'est Parce deux. que tu as une audience qui est un peu plus âgée aussi. Ouais. Sur Donc, Facebook, sur Facebook, c'est Facebook, plutôt les il y a âgés. pas mal On est d'accord. d'audience qui est un peu âgée et qui Donc, aussi, on bah, est en deux. fait, toutes les personnes qui ont du vécu par rapport à l'Afrique du Sud, à la Namibie et tout ça. Donc, concrètement, on en retrouve quand même sur Facebook. Sur Instagram, parce qu'on retrouve le profil type des personnes qu'on retrouve, parce que C'est plus les sportifs qu'on arrive à choper Ouais. mais sur aussi Insta. Ouais. les plus de 35 ans. Entre 35 et 45 ou 49 ans, je crois. Mm. Là, du coup, c'est des audiences qu'on chope sur Instagram aussi. Je sais pas si tu te rends compte de notre collaboration, mais on a vraiment fait étape par étape. De zéro. De zéro, beaucoup. exactement. On a fait, au début, on a fait quand même x10 sur ton chiffre d'affaires, x8, mais x10 au maximum par rapport au début de notre collaboration. Et au début, c'était vraiment trouver l'audience, tu vois. C'est pour ça qu'on a changé de site internet, pour pouvoir mettre le bon type de contenu pour que ça parle, pour convaincre aussi, à travers les pubs, pour acquérir des nouveaux clients en ligne, puisque forcément, t'étais pas très bien référencé sur Google, les gens tombaient pas sur ton produit, et après, quand ils tombaient dessus, fallait les convaincre. Donc par les pubs, par le site internet, par les vidéos aussi qu'on a fait, par poster sur les réseaux sociaux, par de l'emailing aussi qui a super bien marché. Ouais. Aujourd'hui, l'emailing pèse 25% de ton chiffre d'affaires. Ah ouais. Et on est encore en train 25% de ton, Mazel tov. de ton chiffre d'affaires et je crois 21% de taux de conversion. En fait, l'emailing, C'est top. C'est du C'est pain top. béni. Et tu vois, 21% de taux de conversion sur un mailing. Ouais, Pour du moi, pain c'est béni. normal. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est normal pour plusieurs raisons. Parce que j'ai les Les chiffres là, produits- en fait. Je regarde, donc... Pour moi, c'est normal parce que mon produit est bon et le site internet est bon, mais surtout parce que vous êtes bon. Et c'est normal et j'en attends pas moins de vous. Ah Par non, mais contre- on est excellent, Mais parce que vous là, êtes- tu nous mais donnes vous des objectifs, on se le dit, des On ROAS les- de on les- 25, On les explose. Ouais. des taux de conversion à 70, ça y va, quoi. je le sais. Mais c'est ça On qui est n'est pas juste extraordinaire. bon, s'il te plaît. Non, non, vous êtes extraordinaire, Et on le est plus d'accord. important, c'est qu'on dépense moins de 100 balles par jour de budget publicitaire. Bah, et beaucoup on moins. fait des ratios, moins de 100 balles déjà, c'est pas mal. Et on fait des ratios, mais de l'ordre de 10, quoi. Par rapport à ce qu'on dépense, c'est juste fou, frère. Mais oui, C'est juste fou. C'est des ratios qui... Mais ouais, et je te dis, quand je les montre à des e-commerçants de mon incube ou des e-commerçants que je rencontre, mais ils sont... Non, c'est pas vrai. C'est ils pas sont. vrai. c'est- Et d'ailleurs, une e-commerçante que j'ai rencontrée récemment, elle est partie voir ton compte Instagram. Et elle me dit, mais il a 1600 abonnés. Et t'es sûr qu'il fait, qu'il fait les chiffres que tu me dis bah oui, oui, oui. Souvent le Et je cas. dis, Mais non, ouais. mais c'est pas les abonnés qui fait c'est pas les C'est abonnés qui l'engagement, fait c'est la qui pertinence fait le des chiffre. abonnés. Non, nous, on est là pour vendre. On n'est pas là pour grandir des réseaux On sociaux. n'est pas là pour ou- faire du blabla. hein. Il y Exactement. en a qui ont 10 000 Nous, followers, mais ils vendent on que est là dalle. pour Ouais, vendre ouais, là, ça. nous, on est là pour faire de l'argent. Exactement. Et c'était On est l'objectif. là pour survivre, hein, Mais parce c'est qu'une exactement entreprise, au-delà de faire de l'argent, c'est surtout survivre sur les charges que tu dois payer, sur le produit que tu dois continuer à fabriquer, augmenter les capacités de production, s'il te plaît, parce que c'est une des ouais. problématiques qu'on a Ouais. eues également. Bah, tu là, vois. là, de toute façon, et j'aurais jamais cru qu'on allait arriver à ce niveau-là, mais ça fait plus de... Alors, on a changé de site internet en février. Ouais. Mm. Là, ça fait 6 mois que je suis au taquet en production, je peux pas faire plus. Donc, Bah, nous, on ça a fait besoin quoi? de On a mis 3 mois à arriver au taquet des capacités de production, et depuis, je suis en rupture de stock. Vous me mettez en rupture de... Bah, tu Vous te me rappelles- mettez en PLS. Tu te rappelles ce que tu Messieurs, nous avais dames. dit à notre Mais au premier début, tu nous rendez-vous as dit de te mettre en PLS. Je vous ai dit, Mettez-nous en en PLS sur les ventes. et ça a marché. Et c'était ce qui a marché, donc voilà. Bah, même Bah, sur écoute. nos actions, des fois, on avait dû diminuer nos actions parce que tu avais la possibilité de Ah, vendre non, non, plus. Hey, Ah, et si. la semaine dernière, il était en train de négocier pour que je baisse le budget. Justine, je suis Ouais. super contente que tu abordes ce sujet parce que là, en vrai, il va falloir. Mais en vrai, là, pour 3 semaines, faut calmer un peu. On n'a plus de stock. Il était en train de Gros, négocier. on n'a plus de stock. On Un a appel. produit mardi. Jeudi, on n'avait plus d'ail, plus de biltong à l'ail. Bon, on s'est eu au téléphone, il me disait tu peux baisser, je dis non, 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 mais- fais ton travail, Alors, je fais le mien. Tu m'as dit non, mais on va en reparler. Ouais, on va en fais reparler. ton travail, je fais le mien. Et du coup, voilà.
Donc, au final... Mais c'est tout ça pour dire que ta marque, elle fonctionne parce que si tu incarnes ta marque et on pourrait encore faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus Pourquoi elle comme ça. fonctionne d'ailleurs? C'est une logique que moi j'appelle Founder-led Brand Success. C'est parce que Pierre, et c'est Pierre qui drive Monsieur Biltong. Et on a réussi à l'intégrer dans la logique de ta marque. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs, c'est incarner votre marque. Parce qu'il y a plusieurs logiques psychologiques qui viennent se mettre en place. On fait plus confiance à une personne Exactement. qu'un logo qui ne veut rien dire derrière. Exactement. Les gens ont besoin de se sentir concernés par votre marque, mais aussi de savoir c'est aussi partager la valeur. Exactement, ils partagent la valeur, mais aussi ils ont envie de vous soutenir. Aujourd'hui, entreprendre en France, et comme tu le disais, c'est un parcours de combattant. C'est du travail. Voilà, donc c'est du taf d'entreprendre en France. Les gens ont vraiment envie de donner ce coup de pouce-là, et ils ont envie aussi de faire confiance à une personne plutôt qu'à une marque, et c'est super important d'incarner sa marque et de pouvoir l'accompagner en logique de contenu. Aujourd'hui, en fait, si tu es un entrepreneur qui n'a pas le budget de s'offrir une agence, fais des vidéos pour ta propre marque dans un premier temps. Mais mets ta tête dessus. Et ça, c'est un truc que je voulais pas faire. Vous avez réussi à me convaincre de le faire. Et oui, mais en fait, pour généraliser, pour prendre du recul là-dessus, en fait, c'est exactement ça. C'est la raison aussi pour laquelle on collabore ensemble et pourquoi ça marche bien. Il faut être authentique. Il faut être authentique, on est comme on est. Déjà, accepter d'être comme ça et d'être authentique et d'accepter d'avoir des échanges authentiques avec zéro filtre. Ouais. Moi, une directrice d'agence qui me vous voit, qui me dit « Monsieur Guignard, on va bien s'en sortir, vous inquiétez pas, je vais vous faire un beau tableau à la fin. » Je m'en fous de ton putain de tableau. Moi, ce que je veux, c'est que tu me rentres dans l'art, que tu me dises « Ça marche pas, on va faire ça. » Insister quand je dis non et ça marche. Ouais. Tu parlais de x8 sur le CA, mais non, on a fait beaucoup plus. C'est révolutionnaire, le pivot sur le web, accompagné par vous, c'est révolutionnaire. Avec des chiffres, on parlait de 3,5 de ROAS sur Google, c'est nul. C'est extraordinaire comme chiffre, c'est un super chiffre. On a fait x5 sur Meta. Mais sur Meta, on se fait des ROAS, moi je vois des pics à plus de 10. Ouais. Je vois des pics à plus de 10 sur Meta, c'est super important. Ça dépend de ton produit, je suis ça dépend de ton truc, mais oui, c'est bien là, Meta. On parle de produits pour comme ça. Pour des produits physiques, Meta, c'est grandiose. Mais surtout, avoir une bonne agence. C'est pas une agence de marketing surtout spécialisée. ou de com. C'est une agence de croissance spécialisée, polyvalent et surtout jeune. Ça, c'est un truc qui est un énorme argument chez vous, c'est que vous êtes jeune, vous êtes à fond dans les nouvelles tendances et les nouvelles technologies, si on peut dire, les nouveaux algorithmes. Enfin, vous n'êtes pas dépassé. Vous n'êtes pas comme le directeur marketing monde d'une grosse boîte qui a 55 ans et qui est sur de la théorie totale. Vous êtes dans la tendance, en fait. Et qui t'avait donné un plan d'action à 1 million d'euros. Et je t'ai dit, si tu me donnes 1 million d'euros, mais je te fais ce que... Exactement ce que je lui dis. Bien sûr, on le fait avec 1 million. Si tu me donnais 1 million, je te fais ça, sans problème. Je t'ai dit, je te fais sauter d'un avion, parachute et tout ça, marque Monsieur Biltong, comment dire... On fait sauter le kangourou. On achète surtout de la capacité de production, là. Totalement, donc voilà. Là, elle, sa logique, c'est capacité de production. Parce que si tu peux tout faire exploser, après, si t'as pas de capacité de production, on se retrouve bloqué, quoi. Tu vas pas vendre du vent. Encore une fois. On est bloqué là. Mais en fait, ce que j'ai vraiment aussi apprécié dans notre collaboration, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est partir de zéro, bien grimper avec très 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 peu de moyens, en étant vraiment bootstrap. Mais bootstrap de chez Bootstrap. M'en parle pas. Avec très très peu de moyens. Ouais. Alors c'est là où je suis convaincu que le jour où il y a des moyens, putain, on explose encore plus. Vous allez me faire exploser la boîte dès qu'on a des capacités de production. Ça, je le sais. Donc c'est pour ça, encore une fois, bosser avec des jeunes qui ont la dalle et qui arrivent à te faire de la magie avec très peu de choses. Mais qui maîtrisent leur process aussi. Parce que nous, avant de lancer Traction, on a bossé sur nos process. SOP, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Bah voilà, moi j'ai travaillé sur mon produit, vous avez travaillé sur vos process. Qu'est-ce qu'on a envie de faire clairement. C'était clair. Moi, le community management, ça m'intéressait pas. J'avais envie de bosser dans une logique où... C'est pour ça qu'on t'a pas proposé ça, tu vois, au début. Data-driven, quoi. T'as pas vu je ton savais nombre que d'abonnés derrière j'avais une réelle impact. En fait, j'ai pas le temps du coup de poster des trucs et d'aller voir celui-là liké, c'est pas mon problème. C'est ok, je mets des ads en ligne
combien de personnes achètent, c'est ce qui m'intéresse, combien d'argent je fais à la fin du mois. Je m'en fous de regarder si tes followers montent et tout ça. Tant qu'on a des clients qui viennent, qui achètent et qui rachètent, et c'est là où du coup on va passer le micro, je pense à Juju, sur des logiques de rétention, c'est nous on fait venir des clients. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Du coup, toute cette logique de on a fait venir les clients, et puis après on construit un plan de rétention qui comprend l'emailing. Le SMS, on n'a pas commencé pour le moment, mais si on met le SMS, le site, il prend feu. Si on intègre le SMS, le site, il prend feu, mais rien qu'avec de l'emailing, on a un taux de conversion de 21%, parce que derrière, au fur et à mesure, on a réussi à mettre en place des process email, grâce à Justine aussi, qui sont mais juste excellents. En fait, ça passe par segmentation, donc RFM, recense fréquence montante de nos clients, et puis adaptation du message par rapport à cette segmentation-là. Et c'est ce qui fait que derrière, aujourd'hui, quand on envoie des emails, moi je dors tranquille parce que je sais qu'un email va nous faire ramener du CA et tout ça, et que on est bon pour le mois. Il faut jouer sur... Et ouais, cette logique de rétention, je veux que tu m'en parles, que tu nous expliques un peu comment la mettre en place et tout. Si tu veux, on parlait de tes abonnés Insta. Au début, c'est pas quelque chose, on s'est focalisé sur le community management, parce que nous, l'idée, c'était vraiment de vendre. Et du coup, forcément, nous, l'idée, c'était pas de faire grossir tes followers. Et tu vois que maintenant, ça va être plus dans notre but. Comme tu as des personnes qui apprécient ta marque, ils en parlent à d'autres personnes qui vont te suivre, et tu as vraiment des personnes qui sont ambassadeurs de Monsieur Bilton. C'est comme ça qu'on a travaillé aussi le modèle RFM, donc récence, fréquence, montant. Donc une personne, tous les combien de temps elle achète, comment on fait pour lui envoyer le bon email au bon moment pour qu'elle achète. Et également, c'est ça qui a fait marcher sur l'emailing. Et surtout les montants. On envoyait à toute la base tous nos emailings, donc forcément on avait des taux qui étaient quand même corrects, puisqu'on avait quand même du 40 à 50% d'ouverture. Taux de clic, on était plutôt à du 10 à 30%. 10 à 30% de taux de clic. Tu vois, pour moi, ça, c'est des chiffres qui sont normaux. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans ma boîte précédente, le patron était content quand il avait 3% d'ouverture. Tu sais, moi... Ah non, mais on a vraiment une base saine qui sont intéressés par ton produit. Je sais plus, c'était à Thomas que je disais, moi, les taux de clic, je les regarde même pas. Il me dit non, mais pourquoi? C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui Moi, m'intéresse. je veux savoir combien je vends. C'est le CVR qui m'intéresse. Moi, je suis les chiffres. Mais ce qui est important, c'est toute une logique. Mais oui. C'est ce qui fait. S'il clique pas, il va pas acheter. Si tu veux, tu peux faire beaucoup de ventes sur ton emailing, mais si t'as pas beaucoup de clics ou d'ouverture, c'est que t'as pas une bonne base. Genre les personnes sont pas intéressées par tes emails, par ta marque. Donc ça, faut les jarter parce que ça peut empiéter sur ta délivrabilité des mails. Ouais. Là aujourd'hui, on est quasiment sur tous les mails à 99% de délivrabilité. Donc toute ta base reçoit quasiment tous tes mails, tu vois. La dernière fois, tu me disais des chiffres en mode pourquoi on a des désabonnements, mais c'est normal, vaut mieux que les gens se désabonnent et qu'on envoie que sur une base saine. Ouais. Ça purifie la base. Et surtout qu'on a réussi à faire acheter que 42% de ta base. Que 42%. Donc il y a le reste qui vient au fur et à mesure. On va les resegmenter, leur envoyer des messages beaucoup plus... Tu es en train de me dire qu'on a 42% de nos clients qui sont réguliers. Qui ont acheté, ouais, exactement. Qu'on arrive à faire acheter un mail. Tu vois, en taux de clients réguliers, on a 30%. Ouais, et on est passé de 6% à 30%. Là, du coup, je parle pas de lifetime value, je parle de stratégie de rétention. Les stratégies de rétention qu'on met en place. Après, notre lifetime value, elle est à 30%. C'est-à-dire qu'on est sûr de faire 30% de notre chiffre d'affaires mensuellement parce que les clients reviennent, en fait. Aussi simple que ça. Donc là-dessus, c'est consolider. Et ce qu'on veut faire pendant le BFCM, on a fait 67% de retour de rachat client dans un premier temps. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je veux qu'on revienne très rapidement. C'est BFCM, on a explosé des trucs. J'étais sur LinkedIn. Mais c'est le temps commercial fort, quoi. C'est obligé. C'était top. Et on t'avait dit pour le Black Friday et Noël, monte tes stocks au max. On a besoin. J'ai essayé, mais vous m'avez mis en PLS encore une fois. En plus, ils disaient non, mais est-ce qu'on va faire le Black Friday? Vas-y, il faut faire le Black Friday. Ça, c'est obligatoire. Parce que c'est le moment où tu rencontres de nouveaux clients et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on a profité du Black Friday pour monter notre panier moyen de, je crois, 48 à 63 là du coup. Ah non. C'est 48 à 53, un truc comme ça. Et là, du coup, on voit passer plein de commandes à 63 alors qu'au début, beaucoup plus, on avait des commandes à 48 plutôt. On était là, même plus bas au départ. Au début, c'était plus bas. Il y avait beaucoup de 10, 30. On a profité pour faire monter notre panier moyen. On a profité pour faire monter notre lifetime value. On a profité pour faire monter notre base de données clients. Faire monter la valeur client. Tu as des clients qui, là, maintenant, en fait, ça les fait plus peur d'acheter, de claquer des 100, 200 balles en commande. Ça commence à devenir normal pour nous. Ça devient normal de les voir. 200 balles de commande, 300 balles de commande, ça devient normal, en fait. Alors qu'à l'époque, 80, on était heureux comme tout. Non, mais totalement. Donc tout ça, en fait, c'est des strates qui se mettent en place au fur et à mesure. T'acquiers des clients.
c'est important. Une fois que tu as une base de données qui commence à bien grandir, là, du coup, tu te prends une Justine qui te met en place des logiques de rétention pour pouvoir justement augmenter l'efficience de ton marketing et ton MER final, en fait. Le MER, c'est le Marketing Efficiency Ratio, c'est-à-dire que sur tes efforts marketing, sur tes dépenses globales marketing, combien tu fais au final, en fait. Et quand tu fais le mix acquisition, rétention, et toute la stratégie post-clic qu'on met en place avec nos trackers et tout le reste pour faire du CRO, pour savoir exactement, par exemple avec un Clarity, tu as la possibilité de voir tes sessions utilisateurs et de voir justement là où tu as le plus de zones chaudes et de pouvoir justement replacer tes produits pour donner plus de chance à un produit de faire de la vente concrètement. Ça fait que derrière, tu construis pour ta marque mais des ratios de rentabilité qui sont hors de normes, incroyables comme on le dit. Et ça, en fait, c'est un truc que je pense que tout le monde devrait mettre en place en fait et comprendre. La base mail, elle est importante pour pouvoir justement faire des conversions beaucoup plus rentables que si tu faisais de l'acquisition. Et au-delà de ça, comme on a dit, c'est se faire bien accompagner. Tu vois, au début de ta marque, tu aurais pu faire appel à une agence pour travailler ta rétention, alors qu'à ce moment-là, tu avais vraiment besoin d'acquérir des nouveaux clients. En ligne, en tout cas, tu avais quelques clients, mais c'était pas assez. Tu avais surtout des clients physiques. Donc c'est cool, ils commandaient aussi en ligne, mais c'est pas ça qui allait te faire tenir. Et travailler sur des logiques de rétention directement. Le penser en amont, c'est important par rapport à ce que tu vas mettre en place. Penser à la bonne solution. Par exemple, le Shopify qui te permet justement de faire du mailing avec d'autres outils. Enfin, c'est hyper bien interconnecté avec d'autres outils. Donc faut penser aux choses en amont, mais il faut faire les choses étape par étape. Donc là, aujourd'hui, on a travaillé du coup la stratégie mailing. Au début, on en faisait plutôt du one-shot par rapport à ce qu'on avait. Donc, parce qu'on voulait de l'argent aussi. Il fallait faire passer par cette étape-là avant de construire aussi cette logique de quel email j'envoie au premier venu, qu'est-ce qu'il reçoit quelques jours après, 5 jours après, donner les bonnes informations pour le convaincre sur le long terme. Là aujourd'hui, on sait qu'un client qui a déjà acheté chez nous coûte 5 fois moins cher qu'un nouveau client. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille cette logique de rétention, parce qu'à un moment donné, le biltong, qu'est-ce qui marche? C'est les personnes qui connaissent ta marque et qui adhèrent et qui achètent tous les mois ou toutes les 2 semaines parce qu'ils ont besoin, c'est leur petite drogue quoi. Forcément, quand tu as connu ça depuis tout petit comme toi, on a envie de commander ça, d'en manger, d'en partager. Vous avez réussi à nous en trouver qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. On a eu encore un commentaire là récemment, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le mec, il connaissait pas, il a vu les créas sur Meta que vous nous avez tourné. Le mec, il adore et il dit je vais plus m'en passer. Avant mes entraînements et après mes entraînements. C'est un sportif, c'était clairement pas la cible que je touchais tout au départ quand je vous connaissais pas. Et c'est déjà rentré dans ses habitudes. Grâce à du bon contenu et du bon ciblage. Si tu veux, au début, on a vraiment, par exemple sur les emailings, ce qui marche très très bien, c'est à nos meilleurs clients. On se dit, potentiellement, c'est nos meilleurs clients, ils achètent déjà beaucoup, peut-être qu'on va pas les recibler pour qu'ils achètent plus, mais finalement, c'est eux qui sont ambassadeurs de la marque et qui en parlent autour d'eux. Complètement. Donc si tu veux, une personne qui est contente de ta marque, elle en parle à 3 personnes, mais 3 personnes qui va potentiellement, qui a 70% de chance d'acheter, et une personne qui n'est pas contente va en parler à 10 personnes. Donc là, ça peut vite casser ton image de marque. On n'a presque pas de personnes qui ne sont pas contentes parce que ce produit est très bien. Il est très bien. Les gens l'adorent. Après, pour revenir sur le fait qu'un client te coûte 5 fois moins cher, nous, au début, on avait un CPA, un coût par acquisition, qui était quand même un peu élevé. Là, pour le coup, ça sera toujours trop pour moi. Ouais. Qui était un peu élevé et il fallait réduire ce coût d'acquisition-là. Alors, du coup, on a des coûts d'acquisition par rapport à ce qu'ils dépensent sur le site une fois qu'ils arrivent, qui est aberrant. C'est des chiffres qui... On n'est même pas à 10%. On n'est même pas à 10%, la parité. Donc voilà, maintenant, what's next? C'est ce que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre stratégie d'après? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on met en place des logiques d'abonnement? Mais qu'est-ce que tu retiens de tout ça? J'ai envie que tu nous dises. Ce que je retiens, c'est qu'on va rester sur le web. Ça marche bien. On va réussir à toucher plus de marchés différents. Là, on est en décembre. Janvier, c'est demain. Janvier, c'est bonne résolution. Bonne résolution, je me mets au sport, j'arrête l'alcool. Enfin, pour certains, c'est une bonne résolution. Je me mets au sport. Il va falloir que je mange des trucs sains, mais j'aimerais bien aussi me faire plaisir. Pourquoi pas faire les deux, acheter du biltong. Donc, c'est parfait pour les cheat meals. Donc, ça va être notre thème. On va se faire des trucs saisonniers comme ça. Janvier, bonne résolution. Il faut acheter du biltong pour suivre et tenir tes bonnes résolutions. Mauvaise résolution, je continue à boire de l'alcool. Je prends des apéros avec les copains toutes les semaines. Mauvaise résolution, achète du biltong pour kiffer. Donc, on va se faire ça. Au mois de mai, ça va être pareil. Est-ce
Est-ce qu'on met en place des logiques d'abonnement ou pas? L'idée de l'abonnement, c'était surtout de faire augmenter le panier moyen. Là, on l'a augmenté aussi grâce à différentes choses. Par exemple, Mais nous, augmenter, on n'est jamais satisfait de... Et du coup, on va le mettre en place. Ouais. C'est toujours le cas. Mais Ça te juste, fait on va du, faire, ça te fait du étape par chiffre étape. garanti, du chiffre d'affaires garanti, donc tu peux prévoir tes productions déjà Ouais. à partir de Ouais. ça. Bon, Ouais. abonnement, du coup? Parce qu'on parlait des bundles, Surtout plutôt. que c'est rapide. Abonnement, bundle, on fait les deux. L'idée, c'est de monter le panier moyen et la lifetime value. Moi, j'ai envie de voir Ouais, c'est plus, plus le lifetime plus, value. plus de 100% de LTV. Genre, on passe de 30 à 60% à 90%, ça fait ça. Ouais, c'est Et vrai qu'on a pas- l'idée, c'est qu'on soit dans une position où on peut faire un certain niveau de CA sans faire des ads avec nos deux leviers au rachat client versus stratégie de rétention. En fait, les ads, ça sera du bonus ou dans le cas où on veut scaler et tout ça. On peut faire ça. Maintenant, du coup, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu recommanderais à une marque concrètement parce que là, du coup, on a des personnes avec qui on est en discussion et qui concrètement émettent des doutes peut-être sur nos capacités ou je sais pas, ou dans le fait de se faire accompagner, mais aussi traction. Si vous avez en tête de commercialiser quelque chose sur Internet, ou si vous hésitez à le faire, déjà, soyez sûr ou discutez avec vos voisins et avec Traction, ils vont être honnêtes avec vous. Si le produit n'est pas destiné pour le web, vous allez leur dire, vous aimez travailler intelligemment. Donc discutez, si vous êtes sûr, passez avec Traction directement. Mais non, mais ça sert à rien d'aller voir les autres. Ils vont te dire que 3,5 c'est trop. 3,5 de ROAS, c'est beaucoup demandé, monsieur. Attendez, on va faire notre maximum. On va pas mettre le stagiaire, on va mettre l'alternant sur le sujet. Ça sent le vécu, là. Bah oui, mais non, mais ne vous satisfaisez pas du moyen. Il faut de l'extraordinaire ou rien. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans la vie ou que ça soit dans le choix de partenaire, de travail ou de vie. Il faut prendre de l'extraordinaire ou rien. Et des gens qui ont autant la dalle que vous, quoi. Des gens qui aiment le challenge. Donc vous, en fait, c'est ça que j'aime bien avec vous. Et je vous mets des challenges, vous y arrivez. Même si vous me dites, c'est chaud, Pierre, de me demander 25 de ROAS. Non, je le veux. Et je sais que vous y arriverez. Un mot pour la fin. Traction, c'est un go. C'était un bon, un mauvais choix. Une bonne C'était ou une un mauvaise bon, un mauvais décision. choix, du coup. C'est une bonne décision, c'est recommandé, chaudement recommandé, très chaudement recommandé par Monsieur Biltong, encore plus la recette au piment. Non, oui, c'est go, faut pas se poser de questions. Par contre, s'ils viennent pas tout de suite, ça va me permettre d'avoir un peu plus de votre temps et ça m'arrange. Bah non, tu l'as. C'est comme tes capacités de production, hein. C'est à nous de trouver le temps et exactement. de Nous, tu produire. sais, Vous y on arrive arriverez. à monter nos capacités de Mais- production, donc ouais. voilà. Ça, je le sais. Pareil. Ça, je le Bah sais. écoutez, c'était un plaisir. Merci Manger du Pierre biltong. d'avoir accepté Merci notre Pierre invitation. pour ce partage d'expérience. Merci Juju pour Merci à moi. ce partage d'expertise aussi. D'expertise complètement. Et manger du biltong. Et bosser avec Traction. Et bonne année. Et à tous. merci d'avoir visionné ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et à le pour, recommander surtout. ah On ouais. fera venir d'autres entrepreneurs. Et si vous êtes intéressé pour venir partager votre expérience, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir des marques pour venir témoigner. Et puis c'est bon pour le référencement. Ouais, c'est vrai. Bah, allez, salut. Merci à tous. Ciao. Abonnez-vous.